Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Oscar Soulier, je suis responsable de compte chez LinkedIn Marketing Solutions. Je reconnais quelques visages de certaines personnes qui sont passées au stand tout à l'heure. L'objectif ensemble pour les prochaines grosses 40 minutes, c'est que je vous explique un petit peu comment utiliser le réseau LinkedIn. On l'utilise pratiquement tous, voire tous j'imagine si vous êtes dans Celsas. Mais c'est justement d'avancer un petit peu pas à pas et que je vous explique un petit peu comment utiliser la plateforme du mieux que vous pouvez pour communiquer notamment et potentiellement générer des lignes marketing à la fin. Alors, dans un premier temps, on va voir la proposition de valeur de LinkedIn. C'est toujours bien d'avoir une petite introduction, quelques rappels sur à quoi sert LinkedIn, pourquoi LinkedIn, comment LinkedIn. Ensuite, on verra les formats disponibles. J'ai eu quelques questions aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut que j'utilise, pour quel objectif marketing, à quelle étape j'en suis dans mon funnel d'acquisition, comment ça se passe. Et en troisième temps, la génération de leads sur LinkedIn, le but final de la plupart d'entre vous aujourd'hui. La proposition de valeur LinkedIn. Petite infographie rapide, on a 660 millions de membres dans le monde. Vous êtes capable de targeter toutes ces personnes demain sur votre compte directement publicitaire sur LinkedIn. Vous êtes capable aussi de leur envoyer des messages tous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Juste, c'est de vous rendre compte aussi que LinkedIn a souvent cette image d'être très US. Au final, on a plus de membres en Europe. Et ça ne continue, ça fait que grandir. En France, quand moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, là on est 19 millions de membres, donc ça fait quand même pas mal. Quand moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, on était à peine 17 millions. Donc vous imaginez la croissance qu'on a au fur et à mesure. Et on a bien sûr plein de petits pays qui commencent à grossir au fur et à mesure, et des régions qui commencent à grossir, donc la Chine notamment, l'Asie de manière générale. C'est la plus grande communauté de professionnels. Ça l'est, et ça va le rester à mon avis pendant encore un petit bout de temps. En tout cas, on espère. Il y a 19 millions de professionnels sur LinkedIn en France. Je vous ai mis aussi quelques informations aussi sur des potentiels profils qui peuvent vous intéresser. Donc vous avez 640 000 dirigeants, 490 000 présidents, chefs de PME, en gros des CEO. Vous avez 1,1 million de leaders d'opinion. Voilà, c'est pour vous représenter avec quelques chiffres la population LinkedIn. Ça, c'est la plateforme. Elle a beaucoup évolué. Avant, en 2008, on se connectait principalement sur LinkedIn pour justement connecter, communiquer. C'était un job board. Donc on n'avait pas d'interface, pas de fil d'actualité. Quelque chose d'assez simple où voilà, c'était vous et potentiellement un recruteur. Petit à petit, et ça va être super important dans la stratégie de communication, de le réaliser, c'est que on est passé sur une stratégie de contenu. Où là maintenant, vos solutions, etc., très bien. Mais il faut aussi savoir créer, engager et surtout partager du contenu qui a une valeur ajoutée pour ceux auxquels vous allez communiquer. Et ça, c'est super important. Mettez-vous à leur place. Qu'est-ce que vous avez à leur partager ? Est-ce que juste les amener sur une page produit, c'est encore intéressant à l'heure d'aujourd'hui ? Non. On est dans un monde où se connecter avec les bonnes personnes, c'est assez facile. Maintenant, c'est se connecter pour un but précis. Donc, gardez en tête que vous partagez aussi cet espace maintenant avec d'autres gens. Donc, comment je vais capter l'attention de quelqu'un quand il a un fil d'actualité qui est déjà bien rempli ? LinkedIn, c'est avant tout une plateforme de confiance. Pareil, c'est un état d'esprit qu'il faut que vous preniez en compte. Il y a le Business Insider qui a fait notamment un rapport qui s'appelle, excusez mon anglais, mais le Digital Trust Report. Et 3 années d'affilée, on était la plateforme avec la plus grande confiance des membres. C'est un état d'esprit aussi. On n'est pas là pour partager la baby shower du voisin ou de la voisine. Ça peut pas. J'ai tout vu sur LinkedIn, croyez-moi. Et je peux vous dire que vous vous faites assassiner presque plus que sur Facebook ou sur Google quand vous êtes un peu hors professionnel, en fait. Donc gardez bien ça en tête. Ça, c'est votre motto à partir de maintenant dès que vous communiquez sur LinkedIn. C'est les 3 C. Le contexte, le contenu et le ciblage. C'est ces 3 choses-là qu'il faut que vous ayez continuellement en tête lorsque vous communiquez sur LinkedIn. Le contexte, c'est un état d'esprit unique.
on est dans un contexte professionnel où les membres se respectent, où les membres sont là pour justement, comme on l'a dit tout à l'heure, s'engager, créer, communiquer. On est là pour une sorte d'échange de bons procédés, si vous voulez. Au-delà de l'aspect professionnel et générer des leads, etc., ou d'une utilisation de LinkedIn à titre lucratif. Si vous comparez Facebook et Twitter, l'utilisation des membres, quel est l'objectif qu'ils sont quel est l'objectif qu'ils veulent remplir lorsqu'ils se connectent sur les plateformes? LinkedIn, c'est la plateforme sur laquelle on se connecte pour rechercher des nouvelles opportunités, mais surtout améliorer sa carrière et enfin se connecter et apprendre de leaders et d'experts. C'est souvent une stratégie de communication vraiment payante. Comment vous allez vous positionner par rapport aux autres acteurs, que vous soyez membre d'une entreprise qui fait partie d'une industrie digitale ou pas tellement, c'est justement de belles opportunités. Comment vous allez vous inscrire dans le digital pour justement ne pas être dans quelque chose où c'est pour finalement s'amuser, partager avec les copains. Non, sur LinkedIn, on échange, on a une valeur ajoutée. On est dans un contexte professionnel et il y a une recherche d'emploi, mais il y a aussi des échanges de produits et partenaires, etc., etc. Ça, c'est quelques petites stats intéressantes. C'est surtout la troisième qui m'intéresse et la deuxième. Bon, ça, c'est plus un petit gadget, mais on a à peu près 62 minutes, c'est la moyenne des membres sur LinkedIn qui passent chaque mois. Ça peut paraître ridicule et au final, quand on fait 70 minutes non-stop à consommer du contenu, c'est quand même pas mal. C'est un chiffre pareil qui est en constante augmentation. On a aussi 15 fois plus de contenu que d'offres d'emploi à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup, 15 fois plus de contenu, c'est aussi 15 fois plus de stratégies différentes, 15 fois plus de contenus différents, 15 fois plus de formats différents. Et on a aussi 65% de visites depuis smartphone et tablette. Pareil, gardez ça en tête. Lorsque vous créez des publicités, lorsque vous créez des posts, lorsque vous communiquez sur LinkedIn, assurez-vous bien que quand même ce soit visible sur tablette et téléphone. Ça peut paraître tout bête, mais il faut que ce soit lisible. Il faut pas que la phrase elle soit mâchée en plein milieu. Il faut que le visuel il soit visible aussi. C'est-à-dire que si vous avez un visuel hyper détaillé, mais qu'on ne voit pas sur mobile, vous avez 65% qui ne vont rien comprendre de ce que vous leur dites. Maintenant, je vous présente Sophie. Sophie, je ne la connais pas. Mais Sophie, c'est un membre LinkedIn. Elle est basée à Bordeaux. Elle a fait ses études à l'ESSEC Business School. Elle travaille pour Accor Hotel, qui est une entreprise de plus de 10 000 employés. Donc c'est dans l'industrie, bien sûr, donc dans l'hospitality, on va dire chef d'équipe marketing. Elle a donc une seniorité marketing manager. Elle fait partie de groupe de l'ESSEC Alumni, Mobile Web, les clés du digital. Et elle a mis en skills, donc en talent, sur son profil en bas, qu'elle maîtrisait le pack office, qu'elle était adepte des réseaux sociaux, qu'elle faisait du marketing digital, une réelle expertise. Ça, c'est ce qu'on appelle les critères LinkedIn. Donc ça, c'est tous les critères de ciblage que vous pouvez utiliser sur LinkedIn. Voilà. Entreprise, données démographiques, enseignement, expérience professionnelle et centre d'intérêt. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur le ciblage, voilà sur tous les critères avec lesquels vous pouvez jouer lorsque vous avez un compte directement. On peut vite s'apercevoir qu'il y a des choses assez faciles que nous, on a directement des profils qui en fait sont des données démographiques des membres. Le secteur d'activité, le nom de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et il y a aussi, par exemple, l'âge du membre, on arrive à le déduire. C'est-à-dire que s'ils sont diplômés en, je sais pas, en 95, on va savoir à peu près dans quelle fourchette d'âge ils se situent. Pareil, on va essayer de regarder un peu les années d'expérience. On a des fourchettes d'âge qui sont quand même assez larges. L'idée, c'est plus de donner une idée de seniorité. Vous pouvez également en fait combiner cette donnée avec vos données à vous. Donc les données LinkedIn, donc le profil de Jeff qui est notre CEO, avec justement vos données à vous. Vous avez la possibilité d'installer un petit tag LinkedIn qui s'appelle l'Insight Tag. Pour ceux qui le souhaiteront, vous pouvez toujours taper ça sur Internet ou me demander à la fin, je vous montrerai. C'est un petit tag en fait, qui est un petit code qui permet justement d'avoir des informations qui s'appelle le website retargeting, qui va vous permettre de retargeter tous les visiteurs de votre site web. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent de LinkedIn ou pas de LinkedIn, il y a un système de matching qui va se mettre en place. Ça vous permettra à la fois d'avoir des données démographiques sur les visiteurs de votre site,
sur LinkedIn bien sûr, mais également de pouvoir les retargeter grâce à des campagnes. Donc ça c'est top, parce qu'à la fois ça vous file des informations et à la fois ça vous offre de nouvelles possibilités de ciblage. Et vous avez bien sûr la possibilité d'uploader des listes directement dans la plateforme LinkedIn, qui est Campaign Manager, qui est l'outil en fait sur lequel vous lancez vos campagnes. Et vous pouvez uploader une liste d'emails, une liste également de comptes, et potentiellement de faire du lookalike si ces audiences sont trop petites. Le lookalike, c'est tout simplement la possibilité, en fait, on va analyser vos listes et on va définir un profil, si vous voulez, général, à quoi il ressemble sur LinkedIn, à quel membre X, et on va juste essayer de trouver plein d'autres membres qui représentent ce membre X et qui lui ressemblent. Et on est également intégré avec quelques acteurs. Cela vous permet de faciliter, ça vous permet de prendre ces informations, ça vous permet d'envoyer les leads directement dans Salesforce, par exemple, d'utiliser Marketo, Zapier, HubSpot, etc., etc. Les formats. J'adore ce graphe parce que souvent on me contacte et on me dit « Oscar, je veux faire de la lead gen ». Ouais, enfin bon, faire de la lead gen directement, il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est un réseau social. C'est pas un outil à la base pour faire que de la génération de leads, c'est pas un outil qui va révolutionner tous vos sales, c'est un outil qui est complémentaire. On vient essayer de fournir un peu des graines, si vous voulez, des contacts à vos commerciaux. On vient également aussi fournir une certaine visibilité. Mais donc du coup, il ne faut pas sauter les étapes. C'est important de passer d'une phase de notoriété à une phase de considération, puis une phase d'achat, génération de leads, comme vous voulez l'appeler. Chaque format va correspondre et va remplir des objectifs différents. Vous allez avoir par exemple les vidéo ads ou les contenus sponsorisés pour la notoriété. En phase de considération, on va passer sur quelque chose avec un peu plus d'histoire. Par exemple le carrousel, qui est une suite d'images sur le même post. Où vous allez vraiment pouvoir montrer différents produits sur une cible bien précise. Et enfin, par exemple, sur la génération de leads, vous allez utiliser le formulaire LinkedIn, qui est le lead gen form. Bon, ça c'est un monde idéal. Et voilà quelques exemples, ça aussi. Je pense que ça va vous intéresser. Sur une phase de notoriété, voilà des types de contenus qui marchent super bien sur LinkedIn. Donc vous avez des guides, des listes, des surveys, des infographies, des vidéos. Voilà, faut pas hésiter. C'est des ressources généralement que vous avez tous. N'hésitez pas à utiliser les ressources que vous avez déjà. Il y en a plein qui me disent « Oui, mais Oscar, vous imaginez remettre 10 000 € pour créer des images, pour créer des machins, des visuels intéressants. » Non, c'est bon. Utilisez ce que vous avez déjà. Vous avez forcément des case studies avec des clients sur votre site où vous dites comment je peux le pousser. Allez-y, phase de visibilité, c'est top. Pourquoi ce client a utilisé vos solutions pour justement générer plus de ROI ou pour résoudre ce problème. Considération, on va partir plus sur des produits un peu spécifiques. On va essayer de se concentrer sur un segment d'audience particulier. Avant, on était plus sur, on va aller essayer de cibler le domaine, on va dire, de profession. On a une petite idée, stratégie d'entonnoir. Là, on descend. Hop. Et on va plus sur qu'est-ce que mon produit va vraiment résoudre comme problème. Et là, la génération de leads. Et alors là, du coup, on a toujours, bien sûr, le bon vieux contacter un agent chez nous. Ça marche, effectivement, si on a bien fait la phase de visibilité et de considération. Globalement, les formats et les types de formats qui marchent le mieux, c'est effectivement tout ce qui est invitation à un événement, le fait que vous allez justement capturer des leads. N'hésitez pas, le contenu à forte valeur ajoutée marche énormément. Tout ce qui est livre blanc, allez-y. Et en fait, si vous respectez bien ces trois phases, lorsque vous allez établir votre stratégie LinkedIn, on sait très bien que cette dernière phase, c'est là où vous allez récolter tout le fruit de votre travail. Et c'est aussi des livres blancs, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça vous permet en fait, avec cette phase de visibilité, de considération, de voir quelle est l'audience sur LinkedIn qui marche et qui marche pas. Parce que toutes les audiences ne marchent pas. Contenu sponsorisé, c'est le format qui est à 95% utilisé et qui marche le mieux. Ce qui est génial avec ce format, c'est qu'il est 360. Ça marche à la fois pour votre visibilité, à la fois pour votre considération et à la fois pour votre génération de leads. C'est génial, ça peut se cumuler avec le formulaire LinkedIn qu'on verra un tout petit peu après. Et ça permet justement en fait, d'interagir directement dans le feed d'actualité des membres et d'avoir justement cet aspect de contenu sponsorisé et de pouvoir promouvoir soit une vidéo, soit un carrousel, soit une image. C'est pas du tout intrusif, il y a un capping de 4 contenus sponsorisés maximum par membre toutes les 48 heures par campagne. Donc ça veut dire qu'on essaie d'être assez protecteur des membres, mais c'est une volonté de LinkedIn. On ne veut pas augmenter ces cappings, il n'y a aucune volonté en interne de les augmenter non plus. Donc l'idée, c'est que vous en ayez 4 à chaque fois que vous lancez une campagne de contenu sponsorisé.
4 visuels. C'est hyper important. Vidéo. Donc ça, c'est le format le plus engageant. Si vous cherchez de l'engagement, c'est la vidéo qu'il faut utiliser. Forcément, vous imaginez bien, comparé à un contenu sponsorisé image, où tout est cliquable, bah, l'image, c'est parfait pour rediriger sur votre site si vous voulez générer du trafic. La vidéo, on va plus être dans vraiment un engagement. Qu'est-ce que vous allez plutôt regarder, combien de gens l'ont regardé en entière, combien de gens ont justement commenté, combien de gens l'ont regardé, à combien de temps, 20 secondes, 10 secondes, 30 secondes, etc., etc. Et le carrousel, qui est enfin la troisième variante du contenu sponsorisé. Et là, c'est plus une petite histoire. Et il y en a qui ont... Moi, j'ai un exemple, par exemple, en tête, où un des acteurs de la food tech donnait une recette par carrousel. Donc ça veut dire qu'il y avait toutes les étapes d'une recette et ça avait cartonné. Ils nous en donnaient une tous les 2 mois. Et ils le faisaient tourner pendant un mois et demi, jusqu'à ce qu'ils réfléchissent à une autre recette. Ça, c'est un peu une idée. N'hésitez pas à être créatif. Sur LinkedIn, on est professionnel, mais c'est les pubs qui font marrer. Luncher, d'ailleurs, l'a par exemple très bien fait en septembre, quand ils ont fait leur campagne avec Xavier Niel. Mais ils avaient par exemple reposté à un moment, alors ils ne l'avaient pas sponsorisé, mais il y avait quelqu'un qui avait tagué leur affiche dans le métro, où ils avaient fait une campagne sur print. C'était quelqu'un, une Jessica, je crois, qui avait dit oh, Pierre, s'il te plaît, reprends-moi, j'en peux plus sans toi. Blablabla. Il avait signé Jessica. Bon, j'espère qu'elle l'a retrouvé. Et en gros, ils avaient reposté ça et ils avaient dit bon, allez, Pierre, si tu reprends Jessica, on te file un abonnement. Génial. Enfin, c'est tout bête. Et à la fois, c'est respectueux et c'était drôle. Et voilà. Donc, vous pouvez être créatif et il y a zéro souci. Le lead gen form. Donc ça, c'est vraiment dans la troisième étape du funnel qu'on a vu tout à l'heure. Sur la génération de leads, le formulaire LinkedIn, il est automatiquement rempli avec les informations du profil des membres. Donc c'est ultra puissant. C'est-à-dire qu'il y a des champs qui sont pré-automatiquement remplis, mais vous avez également la possibilité de les personnaliser et de mettre des champs manuels. Donc l'email, par exemple, va directement être tiré de l'email associé au profil. Vous allez également avoir, par exemple, je ne sais pas, le nom et le prénom qui vont être remplis par, on va dire moi, Oscar Soulier, si je suis intéressé, que j'ai cliqué. Donc le taux de transformation, il est génial, parce qu'en plus, vous restez sur la plateforme, il n'y a pas de perte, c'est quasiment, ils ont juste à cliquer sur télécharger, si vous avez un livre blanc derrière, par exemple, c'est top. Et là, les emails. Alors les emails, on a souvent des questions. Les emails, c'est pas facile. Et même pour nous, chez LinkedIn, c'est toujours un petit peu le nuage, c'est-à-dire que c'est toujours tricky, c'est long, donc ça vous permet d'expliquer beaucoup de choses. En revanche, c'est hyper intrusif. Vous imaginez, vous avez quelqu'un qui vous envoie un email et qui vous dit oui, bonjour, je m'appelle Robert, j'ai vu votre profil, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, je suis commercial dans telle entreprise, je pourrais vous aider à transformer tout. Mais on est sur un réseau social. Enfin, imaginez, vous recevez ça comme ça. C'est super dur. Donc, ça demande une certaine connaissance. Ça demande une connaissance de l'outil. Ça demande une superbe connaissance de votre audience. Et surtout, ça demande aussi d'avoir bien respecté les différentes étapes avant. Parce que c'est super intrusif, encore une fois. Les emails, par exemple, sur des cas précis, ça marche super bien pour notamment des invitations à des événements. Ça peut être top si vous arrivez vraiment avec des bullet points que vous voyez là, vraiment très simple. Sans trop partir dans les détails. Moi, je vous invite, voilà ce que vous pouvez faire. Sauf que le capping aussi, c'est rien du tout. C'est-à-dire que pour pas flouder, parce que vous allez recevoir des emails qui ne sont pas sponsorisés, de vous et moi si on se connecte demain, mais des emails sponsorisés, vous ne pouvez en avoir que un tous les 45 jours, tout annonceur confondu. Donc, si vous imaginez que vous n'avez pas bien targeté votre audience, que vous l'avez loupé, donc vous n'avez pas mis le budget nécessaire, là vous avez 45 jours à attendre pour avoir la possibilité de les targeter. Donc c'est pas évident. Donc c'est un super format, mais il faut bien le maîtriser. Ça demande aussi beaucoup de connaissances sur LinkedIn, sur l'audience qui réagit, qui est engagée avec vos contenus et sur votre cible, bien sûr. Dynamic Ads, je vais assez rapidement passer Dynamic Ads et l'autre, parce que c'est des formats qui sont finalement un peu moins génération de leads. Globalement, les Dynamic Ads, c'est pour juste faire augmenter votre communauté. Tout seul, je ne les conseillerais pas. C'est très engageant. En revanche, si vous les cumulez par exemple avec du sponsor content, du contenu sponsorisé, sur de la visibilité ou de la considération, c'est top. Text Ads, alors là c'est vraiment le bas du bas. C'est la petite dernière que vous mettez quand il vous reste un petit peu de budget ou quand vous ne savez pas quoi faire pour avoir de la visibilité en continu. Ça coûte très peu cher.
C'est un petit CTR, c'est pas énorme, c'est pas là que vous ferez vos KPI. En revanche, c'est super pour faire un peu d'A/B testing sur les audiences, etc. Voilà. Le textat, très honnêtement, on le pousse assez rarement. C'est vraiment que quand on a des gros annonceurs qui veulent vraiment une stratégie à 360, où là, vraiment, on va essayer de poster ça pour de la visibilité. Là, je vous ai mis quelques exemples de clients qui ont utilisé très bien LinkedIn. Corp Academy, c'est une startup qui a été fondée en 2013 et qui, en gros, est spécialisée dans le développement de solutions de formation. Donc, on est plus sur de l'EduTech. L'idée, c'est de mettre en avant leurs propositions auprès d'une audience de RH, donc avec des entreprises de plus de 500 employés. Leur objectif principal, c'était bien sûr de générer des leads pour leur programme de e-learning. Voilà, jusque-là, pas de souci. Ils avaient des KPI assez précis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous pensiez. Quelle va être ma taille d'audience, quels vont être mes KPI et surtout quel est le budget que je vais accorder. Ces trois choses-là doivent être en étroite relation et doivent toutes se compléter les unes des autres. Et ben voilà. La stratégie qu'on a adoptée, c'est le partage de livres blancs pour évangéliser l'audience. Tout simplement. Donc on s'est dit, ok, on va partager le livre blanc, mais encore une fois, je vous l'ai dit, les emails, bon, très bien, mais il faut le cumuler avec quelque chose un peu plus visibilité avant. Donc on a fait aussi, on les a fait développer la notoriété de la marque en utilisant le contenu sponsorisé également. Voilà. Plan d'action, contenu sponsorisé, email, format carrousel. On avait une petite histoire à raconter. Et le résultat, c'est 1471 conversions depuis 2018 avec un CPL minimum observé à 24 € environ. Donc quand on dit que LinkedIn c'est cher, oui effectivement au début c'est cher. Mais en revanche, au fur et à mesure, si vous avez réussi à avoir des bonnes campagnes, que vous arrivez à trouver votre audience, ça m'est déjà arrivé de voir des CPC en dessous d'1 €, ça m'est déjà arrivé d'avoir des CPL en dessous de 10 €, ça m'est déjà arrivé, enfin, c'est possible, ça demande juste plus de temps et plus de connaissances et beaucoup de testing, c'est tout. Ça, c'est Planisware. Planisware, ça propose une solution pour faciliter la gestion de projets multisites. Moi, très honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose. Et au final, la stratégie qu'on a adoptée en se disant, bon, comment on va les faire aller sur le site, comment on va les faire remplir les formulaires, encore livre blanc, contenu forte valeur ajoutée, ça marche super bien. Vous donnez aux membres une possibilité de s'enrichir, d'apprendre, voilà, et vous les évangélisez. Et en plus, vous avez votre nom qui est associé maintenant à ce qu'ils ont appris. C'est génial. Du coup, la thématique, c'était bien sûr la gestion de projet. Et l'objectif, c'était d'aller cibler des chefs de projet. Ça paraît assez évident. Et donc, du coup, de générer des leads, et avec un CPL max, par contre, de 60 €. Sinon, c'était pas intéressant pour eux, c'était pas vraiment un funnel d'acquisition qui pouvait continuer sur la durée. Et on a réussi. 341 leads générés et 13,61 € de CPL moyen. Et tout ça en redirigeant sur leur site. Pour l'instant, on n'a toujours pas parlé du formulaire LinkedIn. Ça, c'est 5 conseils magiques quand vous voulez rediriger les gens vers votre site sans passer par le formulaire LinkedIn. Premièrement, la landing page avec un formulaire, il faut que ça redirige directement de LinkedIn vers le formulaire. C'est obligatoire. La deuxième chose, c'est effectivement pas d'autres liens. Vous voulez qu'ils restent sur cette page. Il n'y a pas de on va aller voir la page produit derrière ou si vous n'êtes pas intéressé pour remplir le... J'ai déjà vu ça. Si vous n'êtes pas intéressé pour remplir le formulaire ci-dessus, n'hésitez pas à retrouver nos offres. Putain, quand vous voulez les mettre sur le formulaire et qu'il y ait des taux de remplissage élevés, quand vous leur proposez une solution annexe, c'est pas évident, quoi. Formulaire au-dessus de la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est bien sûr, faut que ce soit visible sur l'écran dès qu'on est redirigé. Et surtout que la page présente un contenu détaillé, soyez transparent. Il n'y a pas de honte à dire que vous récupérez les informations. Voilà, remplissez le formulaire pour accéder au contenu ci-dessous, tout simplement. Les gens, ils sont pas dupes quand ils font des campagnes et qu'il y a un gros CTA en gros téléchargé ici. Ils se doutent bien que vous n'allez pas juste lui donner le contenu directement sur LinkedIn. Non. Voilà. Donc, une petite astuce aussi, évitez envoyer. C'est un CTA qui en fait a beaucoup moins de performance que tous les autres, ça c'est cadeau. Voilà, c'est parce que vous êtes venu. La génération de leads avec le lead gen form maintenant, donc le formulaire LinkedIn. Ça c'était Dexem, je ne sais pas si vous êtes allés les voir, c'est nos copains du dessous sur le stand. Ils avaient donc un objectif de génération de leads à 100%. Vraiment ils nous ont dit, nous on veut c'est la génération de leads, génération de leads, génération de leads. Auprès des cadres expérimentés, on a fait un petit A/B testing parce que je ne vous conseillerais jamais, mais l'A/B testing c'est hyper important.
C'est juste tout simplement tester des nouveaux formats, tester des nouveaux messages, tester des nouveaux moyens, des nouvelles audiences. Vous savez jamais. Enfin, même peut-être vous allez démarrer avec LinkedIn et vous apercevoir que l'audience que vous pensiez être intéressante, c'était pas du tout la bonne. Et du coup, on est parti sur 4 phrases d'accroche différentes, une beaucoup plus courte, une beaucoup plus longue, une avec télécharger l'ebook, une avec télécharger tout court. Et au final, on s'est aperçu qu'il y avait un taux de complétion qui était quasiment 2 fois supérieur avec l'accroche plus longue et plus explicative. On est passé de 14 à 23%. Vous voyez, A/B testing, parfait exemple. Ça, c'est SpeechMe, où là, le taux de complétion était de 26%, supérieur à ce qu'ils avaient fait sur leur site. Et franchement, ça n'a rien d'hyper compliqué, c'est assez simple. 2 bullet points, comment capitaliser. Les décisionnaires dans le secteur de l'industrie, le formulaire était assez simple. Et du coup, nom de l'entreprise, prénom, nom. Forcément, vous imaginez bien que plus vous allez mettre des champs dans le formulaire, moins vous allez avoir de taux de remplissage. C'est logique. Ça demande plus d'efforts de la part des membres de le remplir. Ça paraît évident, mais moi j'ai vu des formulaires avec 7 champs, et les 7 champs c'était 7 manuels, et ils leur ont demandé le nom de leur papa, le nom de leur maman, les adresses email, etc. etc. Enfin, c'est trop, soyez simple. Essayez de voir avec vos commerciaux de quoi ils ont besoin pour justement les recontacter derrière. On n'est pas là pour remplacer les commerciaux, on n'est pas là pour remplacer vos outils, on est juste là pour essayer de vous ramener des leads. C'est tout. Et ça, alors s'il y a une photo qu'il faut que vous preniez sur Lead Gen Form, c'est ça. C'est tous les conseils sur comment justement faire un beau visuel pour de la lead gen. Donc sur la 3e phase. N'hésitez pas à vous adresser directement à votre audience. Customer Success Manager, CSM, c'était eux. Voilà. Donc là, moi, je vois ça, je suis CSM, forcément, ça m'interpelle un petit peu. Deuxième chose, soyez simple, les bullet points, ça marche super bien. Boum, boum, boum. Ensuite, vous expliquez clairement qu'est-ce que je vais apprendre dans ce webinaire, pourquoi devrais-je y participer, et bien sûr, un call to action spécifique, un CTA. Vous en avez un sur le visuel, vous en avez un là, live webinaire, win simple rule, machin, nan, hop, et vous avez directement save your seat, register now. Donc là, vous avez tous les CTA. Vous savez qu'en regardant le visuel, vous comprenez rapidement de quoi ça parle. Il n'y a pas besoin de visuel qui bouge, gif, machin, etc. Non, non, tout simple. Il n'y a pas besoin de plus. Ils ont les informations, c'est quand, quelle heure, et qui est-ce qui a organisé? Front plus Guru. C'est pas plus compliqué que ça. Et eux, ils ont fait un completion rate supérieur à 70%. Donc 70% des gens ont rempli le formulaire. Et honnêtement, c'est pas rare. J'en ai. Ils appliquent bêtement et méchant les conseils qu'on donne. Et ça marche. Ils arrivent à justement aller cibler les bonnes personnes. Maintenant, j'ouvre aux questions, si vous en avez, sur des choses spécifiques. Vous disiez que le formulaire se remplissait automatiquement. Ouais. Simplement, moi j'ai une question. Normalement, lorsqu'on a un compte LinkedIn, on met son adresse perso. Tout à fait, ouais. Pas son adresse pro. Donc quand on est dans le B2B, au final, c'est quoi la solution? Parce que l'adresse email, ça reste quand même, lorsqu'on veut récupérer de la lead gen, ça reste quand même le centre. C'est une très bonne question. Et effectivement, en fait, soit vous récupérez les adresses email perso qui vous intéressent. Certaines entreprises aussi, quand vous vous adressez à certaines cibles, type commerciaux, responsables, directeurs, ils se font souvent payer leur compte LinkedIn, que ce soit Sales Navigator ou autre, des solutions ou Premium ou autre. Directement, ils ont un compte LinkedIn qui leur est associé et ils mettent leur adresse pro. Ça arrive. En revanche, effectivement, il y a quand même minimum 50-50 où c'est perso pro. Et du coup, moi, le meilleur moyen que je vous conseille pour justement récupérer les adresses perso, c'est de mettre... Pro, ouais. C'est effectivement de mettre donc nom, prénom en champ automatiquement rempli et adresse email, de le mettre en manuel avec adresse email pro. Tout simplement. Et ça marche tout aussi bien, honnêtement. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde et c'est une solution qui est toute bête et qui marche très bien. Quand vous parliez des 3 phases de conversion, est-ce qu'il y a une règle par rapport à la cible? Donc, c'est-à-dire que moi, je veux emmener mes prospects jusqu'à la conversion, l'achat de mon produit. Du coup, je vais garder exactement la même cible, donc c'est-à-dire que je vais la préenregistrer et j'aurai fait ma première campagne qui sera plus de l'awareness, etc.
Puis ensuite, je vais faire une deuxième campagne où là, je vais leur apporter la solution éventuellement à leurs problèmes. Puis ensuite, une troisième campagne où je vais leur dire achetez ce que je vous vends, en gros. À chaque fois, je vais réutiliser exactement la même cible ou comment est-ce qu'il y a une particularité avec ça ou pas? Non, c'est une très bonne question. C'est assez simple. C'est-à-dire que soit vous avez de la chance et vous tombez pile poil sur l'audience, elle est hyper engageante, vous avez des super stats, vous êtes content des résultats sur les 3 phases, et là, on garde, si ça marche. Après, soit vous faites en interne, vous faites un petit retour et vous regardez un petit peu, ok, est-ce qu'en interne, on a des idées d'autres cibles? En tout cas, on sait que ça marche, et là, il n'y a pas besoin de changer. Généralement, on est souvent très large au début, parce qu'on ne sait pas tellement qui sur LinkedIn va s'engager, qui va cliquer, qui va regarder juste, qui va télécharger les leads, pas télécharger les leads. Donc là, je conseille plus une stratégie d'entonnoir. Parce qu'en fait, tout au long des campagnes que vous allez lancer, vous allez avoir des données démographiques qui vont vous expliquer, par exemple, sur vos clics, voilà qui sont ceux qui ont cliqué. Et donc, en fait, vous allez avoir une répartition par critères qui va se mettre en place. Vous aurez malheureusement, pour des questions RGPD, pas les noms nominatifs des gens qui ont cliqué. Vous n'aurez pareil pas nominativement la liste de tous les gens qui sont abonnés à votre page, parce que ça j'ai déjà eu la question aussi. Non, vous pouvez effectivement avoir justement le listing si vous cliquez sur les connexions, etc., mais pas les abonnés. Vous ne pourrez pas non plus aller cibler tous les abonnés de la page machin. Non, il va falloir que vous ayez quand même les accès et les droits pour pouvoir le faire. Et effectivement, là à ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une segmentation. Et donc du coup de se dire, ok, les meilleurs CTR ou le meilleur taux de clic, on l'a sur cette partie d'audience, du coup, vous enlevez les autres. J'affine au fur et à mesure. Voilà, vous affinez, okay. Exactement. Stratégie d'entonnoir. On vous arrivez petit à petit. Ou alors, si vous vous rendez compte qu'il y a quand même des personnes clés qui ne sont pas hyper engagées, à ce moment-là, vous les écartez, vous gardez cette campagne sur celle qui marche bien avec le format et le message, et vous essayez de retravailler l'autre partie d'audience en imaginant, je ne sais pas, que vous ciblez les responsables commerciaux ne sont pas hyper engagés, à ce moment-là, vous retestez une nouvelle stratégie. Et ça, c'est de l'A/B testing jusqu'à ce que ça marche. Okay. Voilà, tout simplement. Pas de souci. Oui, je voulais savoir s'il y avait des critères pour cibler l'audience, des critères de type affinitaire, au-delà du métier, au-delà de la taille de l'entreprise, au-delà de la position dans l'entreprise, quelque chose d'affinitaire. Par exemple, moi, j'ai une cible bien sûr de clients, mais c'est aussi des clients qui sont portés sur les sujets qui concernent l'environnement, le RSE, le gaspillage, les déchets alimentaires, etc. Là-dessus, j'ai pourtant cherché, j'ai rien vu d'affinitaire comme critère. Est-ce que ça existe ou est-ce que j'ai mal regardé? Non, ça existe. Il y a des intérêts en fait. Si on reprend la liste des critères, alors attendez, je suis sûr que je peux la retrouver rapide. Il y a des critères d'intérêt qui permettent, alors déjà il y a une solution, c'est de cibler par groupe. Donc si vous avez des gens qui ont des groupes actifs, etc., vous pouvez. La deuxième chose, il y a des intérêts disponibles. Bon, nous, on a essayé de voir en fait qui est-ce qui like, qui est-ce qui partage, qui est-ce qui suit des pages entreprises d'une certaine industrie en grande majorité. Parce que là, du coup, on se dit qu'ils ont un intérêt pour cette industrie. On a également, en dernier, la possibilité, alors je reviens derrière, d'aller cibler des skills. Donc pareil, moi j'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui voulait aller cibler uniquement des programmeurs qui pouvaient programmer en C2 points, etc. Enfin bref. Là pareil, utiliser les skills parce qu'il y a beaucoup de programmeurs qui vont utiliser LinkedIn correctement et qui vont justement mettre en skills. Voilà. Bien sûr, vous imaginez bien que c'est sujet à ce que les membres mettent sur leur profil. Donc quand on arrive sur quelque chose d'aussi précis, c'est parfois un peu difficile pour nous. Et voilà, c'est comme ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Plus les gens seront actifs, plus on aura de population, plus on aura de membres sur LinkedIn pour justement faire grossir cette partie de l'audience. Petit à petit aussi, on a de nombreuses fonctionnalités qui commencent à arriver au fur et à mesure. Une autre possibilité, c'est effectivement d'avoir une liste qu'on importe et d'utiliser le lookalike. Et de se dire, ok, quelles sont les personnes qui vont être les plus sujets à avoir le même profil de membre que les listes que moi j'ai déjà identifiées par mes commerciaux ou autres, de comptes ou d'emails qui sont justement particulièrement intéressants. Voilà. Il y a des manières, il faut juste en fait se poser un peu et se dire, ok, oui, effectivement, j'arrive pas à aller chercher l'agroalimentaire dans l'environnement ou par exemple, hier, j'avais une difficulté pour aller chercher les responsables RSE avec un client. On a essayé de trouver différents moyens, etc. Et au final, il a réussi à me trouver une liste avec 3-4 000 personnes et on a réussi à faire un matching, etc. et à me trouver justement les sociétés. Voilà.
Oui, bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure d'enrichir en fait les datas qu'on avait, enfin de la segmentation qu'on avait sur LinkedIn avec les datas que nous on avait sur nos cibles ou sur nos clients avec le CRM. Vous pouvez nous en dire un peu plus, enfin concrètement comment ça se fait? C'est effectivement ce dont je parlais, ça se fait principalement grâce aux extracts que vous allez pouvoir avoir de vos CRM. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à avoir un extract sur Excel ou autre, sur tel ou tel format, pour avoir justement avec vos commerciaux, généralement ça marche en paire. C'est pour ça que nous, quand on fait des campagnes, on s'adresse souvent soit aux responsables marketing et aux responsables commerciaux, parce que les deux vont, clairement, c'est eux qui vont ensuite traiter les leads. Donc c'est eux qui seront à même de dire si c'est bien ou pas. Donc au niveau des datas, la première chose, c'est que vous avez des intégrations où vous pouvez avoir les leads directement dans vos CRM. Donc ça, pour un boulot de responsable marketing, c'est canon, parce que du coup, il n'y a pas besoin de rentrer dans la plateforme, télécharger les leads, etc., etc. Et vous allez avoir des informations. Donc ça, c'est possible avec Salesforce, HubSpot, Dynamics 365. Et je crois que pour l'instant, c'est tout, il me semble. Après, c'est du cas par cas. Il y en a plein qui sont ajoutés au fur et à mesure. Donc ça se fait principalement par des listes. Soit c'est des listes de prospection que vos commerciaux vous donnent en disant j'aimerais bien pénétrer ces comptes-là. Et donc du coup, nous, on est capable d'ajouter soit à la main, si vous n'avez pas une liste assez grande, parce qu'il y a un minimum effectivement de 300 entreprises ou de 300 personnes matchées pour pouvoir lancer ces campagnes de retargeting. Donc automatiquement, soit vous souhaitez prospecter dans ces entreprises, et nous, on les ajoute soit à la main, soit vous pouvez effectivement avoir une liste d'au moins 300 entreprises et de les uploader directement dans la plateforme. Vous les téléchargez dans la plateforme, et nous, en fait, notre système, il va mettre 24 heures et il va identifier l'audience qui correspond à tous les employés, et vous pouvez bien sûr utiliser les données LinkedIn en plus de ça. Donc ça veut dire que si vous souhaitez, donc vous me donnez, je sais pas, 500 entreprises par vos commerciaux, vous me dites, voilà, nous, on aimerait que ces clients, nous, on aimerait cibler ces comptes-là. Nous, ensuite, on peut aussi utiliser les critères qui sont là, c'est-à-dire de cibler uniquement des seniorités importantes avec, je ne sais pas, un niveau hiérarchique, voilà, et des fonctions marketing à l'intérieur de cette liste. C'est tout à fait possible. Ou sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les clients existants, de faire du lookalike et d'essayer de cibler des gens, tout en excluant. Vous pouvez aussi, bien sûr, exclure les listes. Si vous ne souhaitez pas cibler ces personnes-là, mais tous les autres dans la même fonction ou dans le même secteur d'activité, vous pouvez aussi le faire sans problème. C'est inclusion et exclusion, ça marche pareil. D'autres questions? Allez. La question c'était effectivement, est-ce que au niveau de la data privacy, en fait, des respects des données, est-ce que les listes, nous on les a, ou on peut les réutiliser, ou les leads, etc. Voilà. Alors nous par exemple, moi j'accompagne toutes les entreprises, j'ai les accès super admin de chez LinkedIn parce que je suis employé, etc. On n'a pas accès aux listes de leads que vous générez, ça vous appartient. Donc moi, je ne sais même pas qui est qui. Si vous me dites c'est top, bah, je vous crois sur parole. Si vous me dites c'est mauvais, je vous crois sur parole. Je ne peux pas analyser derrière et vous dire faux. J'ai vu que vous aviez quand même tous les responsables commerciaux qui vous voulaient. Non, je n'y ai pas accès. Deuxièmement, vos listes, pareil. J'ai certains clients qui me disent non mais c'est bon Oscar, on connaît, on sait qu'il n'y a pas de souci, etc. Et qui me donnent leur liste et moi je leur upload parce que voilà, ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils ne veulent pas faire de gaffe, etc. À chaque fois je refuse. Parce que moi si je me fais choper derrière RGPD, je suis mort. Donc c'est vous qui mettez les listes, et avec ça, moi, donc je n'y ai jamais accès. C'est-à-dire qu'ensuite, je ne peux pas retrouver la liste et me dire « Ah oui, c'est vrai que Salesforce a fait ça, donc je vais faire pareil avec Microsoft. » Non. Après, forcément, il y a des stratégies qui se ressemblent au niveau des réflexions de campagne, parce qu'il n'y a pas non plus 10 millions de formats différents, 10 millions de voilà. Et surtout, n'oubliez pas aussi que cibler que des directeurs, c'est génial. Mais tout le monde ne veut cibler que des directeurs. Donc, n'oubliez pas qu'il faut être quand même assez spécifique sur qui vous voulez cibler. Ça peut paraître hyper logique, mais dès que je parle à des clients, c'est oui, nous on veut les décideurs, directeurs plus, etc. Oui, enfin bon, si vous avez par exemple, je dis au hasard, un énorme ponte dans l'industrie qui est prêt à mettre 1 000 € par jour, et vous avez 200 ou 300 € ou même moins, c'est compliqué d'être compétitif. Donc, n'hésitez pas à vraiment penser aussi à tout le parcours et à vous dire, ok, qui est-ce qui va influencer le parcours d'achat dans mes clients? Est-ce que c'est uniquement le responsable informatique, ou est-ce que les ingénieurs aussi, ou les programmeurs peuvent être intéressants? Ça peut être un autre moyen d'arriver à vos fins sans passer directement par des inventaires hyper premium et les directeurs du CAC 40. Et on aimerait tous parler à Xavier Niel tous les jours. Mais c'est pas toujours facile. C'est bon? Merci beaucoup.